C'est Gilles Karcher, professeur Gilles Karcher, qui est ami, collègue de la faculté de médecine et du CHU de Nancy. Il va nous parler donc de la médecine nucléaire, c'est sa spécialité. Et il a aussi, dans une démarche transdisciplinaire, l'imagerie moléculaire et la radiothérapie interne vectorisée. Et puis là, Jean-Paul, on le met beaucoup à contribution aujourd'hui. C'est lui qui nous l'avait présenté pour être sociétaire, et ensuite on l'a promu académicien. Et donc je te donne volontiers la parole pour faire son éloge. Merci Jean-Dominique. C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter mon ami et mon collègue Gilles Karcher, et PUPH de l'Université de Lorraine. Alors, PUPH honoraire et émérite. Les deux. Émérite, je t'en parlerai tout à l'heure. Pour l'instant, tu es encore que professeur. Donc, Gilles a un CV atypique et exceptionnel. C'est un ingénieur d'une meilleure école d'ingénieurs française, qui s'appelle Supélec. Après avoir été promu donc ingénieur Supélec, Gilles a préparé une thèse de doctorat en informatique et intelligence artificielle dans le laboratoire au Lauria. Donc, il était destiné à une belle, magnifique carrière de cadre dans l'industrie. Et à l'issue de ce travail, Gilles a commencé des études de médecine. Et il s'est ensuite spécialisé dans la médecine nucléaire. Il a exercé énormément de fonctions au CHU et à l'université, puisqu'il est PUPH, praticien hospitalier et professeur des universités. Et il a eu beaucoup d'activités. Il a été président de la Société française de médecine nucléaire. Il a des activités européennes et nord-américaines dans ce domaine. Il est maintenant, comme il l'a dit lui-même, professeur honoraire et professeur émérite, c'est-à-dire qu'il est en retraite. Toujours un problème, toujours un choc d'ailleurs d'apprendre que un de vos élèves est en retraite. Hein, ça fait bizarre quand même. Mais bon, donc c'est un retraité très actif et qui a encore énormément d'activités concernant notamment la médecine nucléaire. Et vous allez voir que c'est pas seulement de la médecine nucléaire de recherche, c'est aussi de l'industrie. Donc il nous a semblé qu'il était la personne pour parler d'un domaine particulier qui est la médecine nucléaire. C'est la parole, mon cher. Merci Jean-Paul. Donc, je suis ravi de faire cette communication. Effectivement, mon premier contact avec Jean-Paul, c'est quand je sortais de Supélec. Donc, je pensais savoir un peu de choses sur l'informatique et j'ai été au DEA. À l'époque, ça s'appelait un DEA piloté par Jean-Paul. Et j'ai eu droit à des cours sur la théorie des langages en informatique, sur lequel je dois dire que les premiers cours, j'étais un peu hors sol. Mais il a eu la gentillesse de dire qu'il avait trouvé que j'étais un étudiant qui méritait son diplôme. Donc, grâce à son indulgence, j'ai eu quand même mon diplôme de DEA. Et après, effectivement, je me suis orienté vers la médecine nucléaire. Donc, je vais vous faire donc, je suis à la fois ingénieur et médecin, c'est-à-dire que je suis ni un bon ingénieur, ni un bon médecin. Je sais parler de tout, mais je connais rien à rien. Donc, ça va être illustré par ma conférence dans laquelle je vais essayer de vous décrire ce que c'est que la médecine nucléaire dans tous ses aspects. Alors, évidemment, on va parler de chimie, de biologie, de médecine, de technologie. Et ce qui est intéressant, et c'était le titre de la conférence, c'est d'essayer de voir comment on peut faire travailler ces gens qui sont des cultures complètement différentes dans un écosystème qui fonctionne de façon cohérente. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à Nancy. Alors, voilà, on va présentation de la médecine nucléaire pour mettre des généralités, l'aspect transdisciplinaire, le concept dont on va parler de radiothérapie, parce que ça, c'est une vraie évolution, voire une révolution dans notre discipline, et puis ce qu'on essaye de faire à Nancy. Donc, la médecine nucléaire, c'est par définition l'utilisation à des fins médicales de sources radioactives non scellées. Non scellées, ça veut dire que c'est soit des gaz, soit des liquides. D'ailleurs, en clair, c'est des produits radioactifs, des molécules radioactives marquées qu'on peut administrer aux patients très, très généralement, très majoritairement par voie injection intraveineuse. Il y a deux domaines dans la médecine nucléaire. L'imagerie, qui a été pendant très longtemps prédominant, c'est ce qu'on appelait les scintigraphies, ou plus récemment, depuis les années 2000, le PET scan. La différence entre les deux, c'est que pour les scintigraphies, on utilise des isotopes émetteurs de rayons gamma et qu'on détecte avec des gamma caméras, et le PET scan, c'est des isotopes émetteurs de rayons bêta+,
qu'on détecte avec des machines qu'on appelle des PET scans. Et le deuxième volet de la médecine nucléaire, c'est la thérapie. Donc l'imagerie, on fait clairement de l'imagerie, des scintigraphies osseuses, des PET scans, ça ressemble à de la radiologie. On fait du diagnostic, du bilan d'extension, de la surveillance de patient. Et la thérapie, ça consiste à utiliser la radioactivité qu'on injecte au patient pour délivrer localement au niveau d'une tumeur, très généralement, de la radioactivité qui va détruire la tumeur. Dans l'exemple historique, c'est le traitement du cancer de la thyroïde avec l'iode 131 qui date des années 1945 et qu'on continue à faire encore maintenant. Au CHU de Nancy, on traite à peu près 200 patients par an par l'iode 131 pour des cancers de la thyroïde. Pour faire de la médecine nucléaire, il faut donc injecter au patient un produit qu'on appelait dans le temps un radiotraceur, mais avec les évolutions réglementaires, comme il s'agit d'un produit qu'on injecte à un patient, les pharmaciens nous ont expliqué que c'était un médicament, et donc ça s'appelle maintenant un médicament radiopharmaceutique. Et c'est donc constitué d'une molécule vectrice qui est chargée d'aller reconnaître, d'aller au bon endroit, c'est-à-dire d'aller reconnaître l'organe qu'on veut étudier par des mécanismes qu'on pourra détailler, dont des mécanismes assez subtils au niveau de la biologie. Cette molécule, on lui attache un isotope radioactif, et c'est ça qui forme le médicament radioactif. C'est un statut de médicament injectable, et juste pour fixer les idées, quand on parle de radioactivité, les isotopes radioactifs se définissent par leur période, c'est-à-dire le temps au bout duquel il y en a la moitié qui s'est désintégré. Les traceurs qu'on utilise en imagerie ont généralement des durées de l'ordre de l'heure. Le fluor qui est le plus utilisé a 2 heures de période. Ça veut dire que toutes les 2 heures, on en perd la moitié. Et donc, c'est des produits qu'on peut distribuer, qui sont fabriqués, chez nous, c'est fabriqué à Nancy sur le cyclotron qui est au CHU. Ça peut se distribuer dans un rayon de 300 km. Voilà, on accepte de perdre 4-5 heures, donc on perd 2 périodes. Donc, il suffit de mettre 4 fois ou 6 fois le produit dont on a besoin au départ à l'arrivée pour que ça fonctionne. Les médicaments qu'on utilise en thérapie ont une période qui se mesure en jours. 1 jour, 2 jours, donc c'est beaucoup plus confortable pour la logistique et ça peut donc se transporter dans des rayons de 1500-2000 km. On peut accepter d'avoir une journée ou 2 journées de transport pour délivrer ces produits-là. Mais en fait, c'est des produits qui ne se stockent pas et on est dans une logique technologique de flux tendu. Donc, juste pour des exemples, ça c'est un examen ultra classique, c'est la scintigraphie osseuse. Donc, ce qu'on injecte, c'est un produit, c'est des pyrophosphates qui rentrent dans la composition de l'os nouveau. Donc, ce qu'on mesure là, plus c'est noir, plus l'os est en renouvellement. Donc, ce qu'on mesure là, c'est la manière dont l'os se renouvelle. Et pour faire simple, il y a 3 situations cliniques dans lesquelles on a une augmentation du renouvellement osseux, soit de la maladie dégénérative du type arthrose, soit des fractures. Donc, quand vous faites une fracture, on fabrique un cal, c'est-à-dire que l'os se régénère, y compris des microfractures, soit des métastases, et dans lequel, quand il y a une métastase qui pousse à l'intérieur d'un os, pour se défendre, l'os essaye de faire une coque autour et donc accélère. Donc c'est ce qu'on voit. Ce qu'il faut bien comprendre en médecine nucléaire, c'est ce qu'on regarde, c'est le devenir de la molécule qu'on a injectée. On peut faire la même chose au niveau du cœur. On injecte un produit qui se fixe sur le muscle cardiaque proportionnellement à sa perfusion. Alors là, c'est là qu'on rentre dans les mécanismes physiopathologiques, les transporteurs, la manière dont c'est stocké, de quoi dépend la captation. Ce produit-là se fixe sur le cœur en fonction de la perfusion coronaire, et ce qui permet de détecter des ischémies, des maladies coronaires, des infarctus, et de suivre les patients. On peut faire des images statiques, on peut faire aussi des images dynamiques qui permettent de voir la qualité pas terrible sur cette image, mais de voir la manière dont le cœur se contracte. Là, on rentre dans le domaine du TEP, donc on utilise le traceur le plus connu, c'est ce qu'on appelle le FDG, fluorodéoxyglucose. En clair, c'est du sucre sur lequel vous avez remplacé un groupement OH par un atome de fluor radioactif. Comme c'est du sucre, quand on l'injecte au patient, il rentre dans les cellules qui consomment du sucre. Et par des récepteurs qu'on appelle les transporteurs, plutôt qu'on appelle les glutes. Donc le sucre rentre dans la cellule comme du sucre normal. Sauf que comme c'est pas un vrai sucre, puisqu'on l'a bidouillé, on a remplacé un OH par un fluor, il ne peut pas être métabolisé par la cellule. Donc, il rentre dans la cellule et il reste dans la cellule. Donc, en clair, ce qu'on mesure, c'est la vitesse dont les cellules, les organes fixent le sucre. Et on peut donc détecter les organes qui fixent le sucre de façon anormalement élevée.
et une structure qui fixe le sucre de façon anormalement élevée, ça veut dire qu'elle a un métabolisme qui est anormalement accéléré, et c'est très souvent des pathologies cancéreuses. Donc là, vous avez ici, vous voyez au milieu du poumon, ici vous avez une tache qui, alors les poumons sont tout noirs parce que c'est quasiment que de l'air, donc ça fixe pas le sucre. Et au milieu, là, vous avez une tache qui fixe le sucre. Une tache qui fixe le sucre au milieu des poumons, il y a 99% de chances que ce soit une tumeur pulmonaire. Et sur ce même patient, vous voyez ici une fixation anormale au niveau ORL et une fixation anormale au niveau du foie. Et ben c'est un patient qui a un cancer bronchique avec, comme souvent, comme c'est un peu les mêmes causes qui donnent les cancers ORL et les cancers bronchiques, il y a à la fois un cancer bronchique et un cancer ORL. C'est le même patient. Et donc, sur ces images, vous voyez qu'on voit un fond gris. Ça, c'est une image de scanner à rayon X. Et sur ce fond gris, on voyait une coloration en rose-orange. Et ça, la coloration en rose-orange, c'est la fixation du FDG. Donc, c'est ce qu'on appelle des imageries hybrides, c'est-à-dire que dans un seul passage du patient dans la machine, on fait un scanner à rayon X qui nous donne le fond de carte, les repérages anatomiques, et sur ce fond de carte, on superpose la captation du FDG, qui est en quelque sorte les points d'intérêt. Donc, si vous faites une analogie géographique, vous avez le fond de carte sur lequel vous mettez les points d'intérêt. Et donc, cette fusion d'images, ça a été une vraie évolution, voire une révolution dans les années 2002. Un autre exemple, pour vous montrer que les images qu'on voit sont très, très dépendantes du produit qu'on utilise. Là, vous avez un patient qui a un type de tumeur qu'on appelle les tumeurs neuroendocrines. Dans leur nom, vous voyez, il y a neuro, donc c'est des tumeurs qui viennent du développement embryonnaire dans lequel il y a des cellules qui ont un métabolisme qui ressemble un peu au métabolisme neuronal. Et donc, de ce patient-là, sur l'image de droite FDG, on voit pas grand-chose d'anormal. Ce que vous voyez là, c'est des images à peu près normales. En revanche, sur l'image de droite qui est faite avec un traceur qu'on appelle la fluorodopa, dont vous avez la formule, vous voyez plein de points. Je sais pas si je vois pas trop. Il marche mieux notamment au niveau thoracique, vous voyez plein de petits points noirs. Et ça, c'est des métastases de ces tumeurs neuroendocrines qu'on voit. Ouais. Donc ça, on voit ici le rein, ça c'est normal, mais tout ça c'est des lésions anormales qui montrent qu'il s'agit de tumeurs neuroendocrines que l'on ne voit pas sur l'image de gauche. Est-ce que l'image de gauche c'est du FDG et il se trouve que les tumeurs neuroendocrines ne consomment pas beaucoup de sucre. Donc l'intérêt c'est de voir que l'information qu'on retrouve dans nos images scintigraphiques ou PET scan dépend de manière fondamentale du traceur qu'on a injecté au patient. Un point, on verra un peu plus tard, c'est ce qu'on appelle donc le deuxième volet de la médecine nucléaire, c'est la thérapie. Ça s'appelle la radiothérapie interne vectorisée. Donc tout est dans le titre. Radiothérapie, ça veut dire qu'on fait du traitement généralement de tumeurs par des rayons. Interne, ça veut dire que contrairement à la radiothérapie classique externe, les rayons ne viennent pas de l'extérieur, mais le rayonnement vient de la molécule radioactive qu'on injecte au patient. Et vectorisé, ça veut dire que la radioactivité est apportée à la tumeur par une cellule vectrice qui reconnaît la tumeur par des mécanismes de reconnaissance de récepteurs et ligands récepteurs. Les isotopes qu'on utilise pour faire de la thérapie, alors pour faire de l'imagerie, je vous ai dit c'était des émetteurs gamma ou des bêta+, qui mettent des rayonnements qui sont très pénétrants, donc qui ressortent du corps humain et qu'on peut voir avec des détecteurs extérieurs. Pour faire de la thérapie, l'idée, c'est que toute l'énergie des rayonnements doit rester sur place pour faire de la thérapie locale. Donc, on utilise des isotopes qui sont des émetteurs, par exemple, bêta-, dont le parcours dans la matière est de l'ordre de quelques millimètres. Donc, vous avez l'iode, le lutécium, le zirconium. Et vous avez des molécules émetteurs alpha. Et l'intérêt des émetteurs alpha, c'est que le parcours des particules alpha est extrêmement court, de quelques microns, quelques dizaines de microns dans la matière. C'est-à-dire que quand l'isotope alpha se désintègre,
l'isotope se désintègre, la totalité de l'énergie est dépensée très très localement. Donc il y a des avantages respectifs entre le bêta et alpha. Donc à émetteur alpha, on a l'actinium, le radium, le plomb 212. Bon, ça c'était le panorama de la médecine nucléaire. Maintenant, on va regarder quel métier il faut mettre autour de la médecine nucléaire pour arriver aux résultats que je vous ai montrés. Donc, je vais prendre deux aspects principaux. D'abord, je vais prendre comme exemple la naissance et la vie d'un médicament radiopharmaceutique, depuis le départ jusqu'à l'utilisation. Ensuite, on va parler de technologies mises en œuvre pour faire de la détection, du calcul, etc. Alors, naissance et vie d'un médicament radiopharmaceutique, la conception. Donc, on part dans l'idéal d'un besoin médical non couvert. C'est-à-dire, le professeur de Corvin me dit, moi, je vois des patients qui ont tel type de tumeur, on n'a pas beaucoup d'outils, le scanner, ça marche pas trop bien, l'IRM, ça marche moyen, les prises de sang qu'on fait, bref, ça serait bien si on pouvait avoir quelque chose qui permette de mieux détecter et de suivre. Donc, on fait appel aux collègues, la physiologie, la physiopathologie, et surtout la biologie moléculaire, c'est-à-dire ces tumeurs, si on parle d'une tumeur par exemple, on commence à bien connaître les tumeurs, on commence à bien connaître leur biologie intime, leurs récepteurs. Les biologistes moléculaires, tous les jours, nous publient des centaines de publications sur nouveaux récepteurs, nouveaux ligands du récepteur, la manière dont se fait l'interaction, si ça s'internalise ou pas. Donc, on a enfin, c'est comme l'intelligence artificielle, il y a un déluge de connaissances sur la biologie moléculaire. Et ce qui est très intéressant dans notre discipline, c'est que nous, on tire les marrons du feu. C'est-à-dire de toute cette connaissance qui déferle tous les jours, de temps en temps, on va pouvoir dire, tiens, ce vecteur ou ce ligand qui se fixe sur ce récepteur, si on savait lui mettre un atome radioactif, on pourrait en faire un agent de diagnostic spécifique de cette tumeur. Et un autre isotope radioactif, on pourrait en faire un agent thérapeutique. Donc, le potentiel de la médecine nucléaire, c'est ça qui est fascinant dans cette discipline, c'est le potentiel de la biologie moléculaire. Donc, après ça, il faut vérifier que la molécule est stable quand elle est en milieu vivant, en fonction du pH, que la biodistribution, si on veut faire de la tumeur cérébrale, il faut que la molécule passe la barrière hémato-NAG. Donc, c'est pas si simple, mais comme on a des dizaines de millions de candidats potentiels, même si on a une chance sur 1 million qu'il y en a une qui marche, on a quelques chances d'avoir régulièrement des traceurs efficaces. Et c'est ce qui se passe actuellement, puisque, en gros, on voit apparaître tous les ans 2 ou 3 produits qui arrivent. Il y a une centaine de produits qui sont en études précoces et il y en a 2 ou 3 qui arrivent en clinique. Et là, on fait aussi appel. Alors, il y a beaucoup de molécules vectrices qui sont des anticorps ou des fragments d'anticorps, des polypeptides, des nanobodies. Et donc, on fait appel à toute cette science de l'ingénierie des anticorps qui sont capables de vous faire des anticorps monoclonaux, de les découper en deux, de vous en mettre qu'un fragment pour améliorer la diffusion et sur lequel on peut espérer en faire un agent de... Donc là, cette phase-là, c'est essayer de déterminer quelles sont les molécules vectrices candidates pour répondre à la question du professeur de Corvin. Donc ça, c'est juste un schéma. Moi, je comprends pas plus que vous, mais c'est tous les schémas quand on a des congrès de biologie moléculaire, ils vous mettent des schémas avec des voies de signalisation, des récepteurs. Bon, c'est à partir de ça qu'on identifie nos molécules candidates. Une fois qu'on a la molécule candidate, il faut la radiomarquer. C'est-à-dire qu'il faut être capable de mettre on fait appel aux chimistes, vous avez une molécule, on vous donne la molécule, on vous dit on aimerait bien lui mettre un atome radioactif dessus. Déjà, il faut savoir quel atome radioactif mettre dessus. Donc ça dépend du rayonnement qu'on souhaite, si on fait faire de l'imagerie ou pas, de la période pour que ce soit utilisable, compatible avec le métabolisme, des propriétés chimiques de l'isotope, pour lesquelles les chimistes vont dire, avec ce type de molécule, il n'est pas impossible qu'on soit capable de trouver la recette de cuisine pour l'intégrer sur votre molécule vectrice. Et de la disponibilité de l'isotope, parce que pour avoir un isotope, encore faut-il avoir une source d'isotope, c'est-à-dire avoir des structures qui vous fabriquent des isotopes. Ça peut être des réacteurs de recherche qui viennent de Russie, qui nous livrent des isotopes. Donc, on a un commerce mondial des isotopes là-dessus qui est assez compliqué. On est dans de l'industrie du nucléaire qui peut être assez lourde. Après ça, comment lier cette molécule à la molécule d'intérêt? Alors là, c'est les chimistes.
Donc, ils ont beaucoup des isotopes sont des métaux, des radiométaux. Donc, la méthodologie qui va bien, c'est la chimie de complexation. Mais on peut aussi utiliser des substitutions nucléophiles. Donc, on met un radical sur la molécule et après, on substitue le radical par l'isotope radioactif. Donc, ça, c'est de la chimie froide. C'est-à-dire qu'on va voir le labo de chimie, on dit, c'est ça qu'on veut faire, est-ce que vous avez la méthode? Une fois qu'ils ont une méthode qui est mise au point, qui marche à peu près en chimie froide, on passe en chimie chaude, c'est-à-dire avec des vrais isotopes radioactifs. Et à ce moment-là, on change de laboratoire parce qu'on ne peut plus faire de la chimie chaude dans les laboratoires de chimie de la fac des sciences. Donc, on est obligé d'avoir une structure. C'est ça qu'on a fait à Nancy ou dans d'autres labos pour pouvoir manipuler les produits radioactifs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les quantités pondérales de molécules qu'on utilise sont ridiculement petites. On dit que c'est de la chimie des traces, et quand la chimie des traces, c'est la dia suivante, on est dans le domaine de la picomole. Donc, faire de la synthèse sur des toutes petites quantités, ça veut dire que vous êtes que le moindre perturbateur dans le dispositif, ça vous met le bazar dans votre réaction chimique. Donc, le changement d'échelle de chimie à quantité pondérale normale à des quantités très faibles chimie des traces, ça pose tout un tas de problèmes. Et alors, on parlait de simulation des structures des protéines. Moi, dans mon idée, je pensais que la chimie était pouvait être très prédictif en chimie, c'est-à-dire connaissant toutes les lois thermodynamiques, la structure des trucs, on arrivait à prédire la manière dont ça marche. En fait, ça reste, et c'est ça qui est aussi sympa en chimie, ça reste extrêmement empirique. C'est-à-dire que il y a les grandes méthodes qui marchent un peu, mais pour optimiser une méthode, c'est-à-dire faire un truc qui est robuste et avec un rendement, c'est de l'empirisme. Et donc là, on a une combinatoire de paramètres, le pH, la température, les volumes, les temps et ce qui fait que pour optimiser un rendement de marquage, ça peut faire des milliers de combinaisons. Et donc, il y a des techniques qui sont assez intéressantes, qu'on appelle les plans d'expérience, c'est-à-dire des techniques qui essayent de rationaliser ça, d'essayer de déterminer quels sont les paramètres les plus critiques et quelles sont les bornes dans lesquelles le maximum du rendement est. Donc, au lieu de faire 2000 expériences, on peut réduire à 150, par exemple. Donc, il y a des méthodes pour faire ça. Et après ça, derrière, on a des contraintes pharmaceutiques parce que le produit qu'on fait, donc c'est des chimistes qui le font. Sauf que les chimistes, il ne faut pas qu'ils nous laissent des solvants, des métaux, des cochonneries qui ne seraient pas acceptables par les normes pharmaceutiques. Donc, cette chimie, elle doit être propre. Donc, ce qui est encore une contrainte supplémentaire. Donc, ce métier de la chimie, radiochimie, avec des contraintes pharmaceutiques, c'est une vraie spécificité. Et accessoirement, c'est des médicaments injectables. Donc, ils doivent être stériles. Tous les médicaments injectables, avant de libérer le lot, on vérifie la stérilité. Et pour vérifier la stérilité, on ensemence des géloses, on laisse pousser, on attend 15 jours, et puis si ça pousse, c'est que c'était pas stérile, ça pousse pas, c'est que c'était stérile. Sauf que comme nos produits, ils ont 2 heures de période ou 2 jours de période, on ne peut pas attendre les résultats de la stérilité avant de l'injecter au patient. Ce qui impose, donc on fait ces résultats, mais on a le résultat a posteriori, mais ce qui nous fait imposer par les agences réglementaires des conditions hyper strictes de robustesse du process pour être sûr que la probabilité que la solution soit pas stérile soit acceptable. Alors, quand je dis la chimie des traces, pour ceux que ça amuse, la loi magique, c'est A égale lambda n, ça veut dire le nombre de désintégrations par seconde, c'est la constante radioactive fois le nombre d'atomes. N, c'est le nombre d'atomes. Or, N, c'est le nombre d'atomes, c'est le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. La constante radioactive, c'est log de 2 sur T. Et donc, cette formule devient la constante radioactive, le nombre de moles, c'est A sur 4 fois T, 10 puissance moins 23. Et donc, on se balade le 10 puissance moins 23 du nombre d'Avogadro dans la formule finale. Donc, une dose relativement importante qu'on injecte au patient de 400 mégabecquerels, ça correspond à 10 moins 11 moles. Donc, les images de scintigraphie osseuse ou de PET scan que je vous ai montrées ont été obtenues en injectant des picomoles aux patients. Donc quand on parle de la chimie des traces, c'est pas pour rire, quoi.
Donc, ce qui veut dire qu'aucun de nos traceurs ne sont toxiques. Hein. On a fait, il y a 20 ans, on faisait des scintigraphies cardiaques en injectant du thallium-201. Le thallium-201 est un des éléments chimiques les plus toxiques. Mais on pouvait faire des scintigraphies 10 fois chez un patient, on était encore 50 ordres de grandeur en dessous de la dose toxique. Une fois qu'on a fait ça, il faut faire l'évaluation préclinique. Donc, vous avez un traceur, vous l'avez donné au chimiste. On espère que le couplage s'est fait bien et on espère aussi que la radiochimie et tous les process n'ont pas perturbé les propriétés biologiques du vecteur initial. Notamment si c'est des fragments d'anticorps, que le fait de brancher un atome quelque part sur un anticorps, ça lui a pas perturbé sa structure et ça lui a pas fait perdre ses capacités de reconnaissance. Donc, il faut faire du préclinique. On peut le faire sur des cultures cellulaires, des organoïdes, des organochips, enfin des dispositifs un peu sophistiqués pour essayer de reproduire au mieux ce qui se passe chez l'homme. La méthode classique, c'est des modèles animaux chez les rongeurs, hein, les rats et les souris. Pour mettre au point le modèle animal, il faut un environnement réglementaire. La réglementation vétérinaire est pas loin d'être aussi contraignante que la réglementation sur la médecine humaine. Les règles d'éthique, de confort des animaux, c'est des vraies contraintes réglementaires. La question clé, c'est est-ce que le modèle est représentatif de ce qui se passe chez l'homme? Donc, en général, la question est non. Parce que, notamment quand vous utilisez comme vecteur des anticorps, les anticorps, ils sont quelque part un peu dépendants de l'espèce. Donc, les anticorps qui marchent chez l'homme, il n'y a rien qui dit que ça marche chez la souris et réciproquement. Donc, ces modèles animaux c'est compliqué d'avoir des modèles animaux qui sont représentatifs de ce qui se passe chez l'homme. Ça a l'avantage, c'est que ça permet de faire des études de toxicité qui, elles, sont assez fiables. Et il faut des imageurs spécifiques, c'est-à-dire des PET scans ou des gamma caméras qui soient dédiés au rat et à la souris. On peut faire aussi des tests ex vivo, et ça, c'est plus malin, mais c'est très peu utilisé, j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est au lieu de tester ça chez l'animal, on teste ça chez des ex vivo chez l'homme, c'est-à-dire chez des pièces opératoires. Au CHU de Nancy, il y a tous les jours, ou à l'ICA, il y a tous les jours des gens qui se font opérer toutes les sortes de cancers ou toutes sortes de lésions inflammatoires. Donc, on est en capacité de recueillir des biopsies et des pièces inflammatoires et on peut faire en médecine nucléaire avec nos traceurs ce que font les anapathes avec leurs techniques de coloration ou ce qu'ils appellent l'immunohistochimie qui consiste précisément à faire reconnaître les lésions par des anticorps dédiés à ça. Donc, il y a toute une science à créer autour de ça. Et là-dessus, il faut des appareils spéciaux, il nous faut des microtomes, il nous faut des matériels d'auto-historadiographie, il nous faut des matériels pour pouvoir faire des radiomarquages à façon pour le modèle animaux. Donc, vous voyez, il y a quand même de la science et un peu de technique qu'il faut mettre avec. Donc, juste une idée, ça, c'est des scintigraphies de cœur. Donc, le fer à cheval blanc que vous voyez, c'est un cœur. À gauche, vous avez un rat. À droite, vous avez une souris. Et vous avez la taille d'un centime d'euro qui vous donne... Donc, on arrive à voir chez l'animal avec ces micro-PET là, dédiés des résolutions qui sont quand même tout à fait satisfaisantes. Une fois qu'on a fait ça, il faut faire une validation clinique. Donc, on a le produit, on a fait les tests chez les animaux, on a vérifié que c'était pas trop toxique, que ça marchait au mieux de ce qu'on peut voir chez l'animal, et on dit maintenant on passe chez l'homme. Donc, pour simplifier, les études chez l'homme sont d'abord hyper réglementées et assez normées. C'est phase 1, phase 2, phase 3. La phase 1, c'est first in human, la première fois chez l'homme. Quelques patients pour vérifier que c'est pas toxique, qu'il n'y a pas d'effet secondaire imprévu, et pour essayer de faire ce qu'on appelle des escalades de doses, c'est-à-dire de voir quelles sont les doses acceptables ou optimales pour mettre chez le patient. La phase 2, c'est plutôt quelques dizaines de patients. C'est la preuve de concept, c'est-à-dire c'est pour vérifier chez des vrais malades qu'on a la vraie pathologie qu'on recherche, que le produit marche, et donc de savoir si on détecte 30%, 50%, 90% des lésions qu'on cherche. La phase 3, c'est quelques centaines de patients. C'est pour mieux préciser les indications et l'efficacité. C'est là qu'on fait les grandes études statistiques pour connaître la performance diagnostique ou thérapeutique. Et ensuite, on passe sur l'autorisation de mise sur le marché avec une production industrielle. Pour faire ces essais cliniques, il faut un environnement hospitalier, il faut des docteurs, des patients, des biologistes, des pharmaciens, des radiopharmaciens, des infirmières, et il faut tout le personnel dédié aux essais cliniques. C'est-à-dire il faut des gens dont le métier, c'est de vous dire sur des critères statistiques
combien de patients vous devez inclure dans votre étude pour espérer avoir une réponse significative. Est-ce qu'il faut en inclure 50 ou est-ce qu'il faut en inclure 500? Et c'est eux qui qui optimisent le protocole en sachant que ça doit être soumis aux agences réglementaires et qu'on a un compromis entre ce qu'on souhaite faire et ce qui est autorisé à faire. Et puis, il faut des techniciens d'essais cliniques, il faut des assistants de recherche clinique et il faut des spécialistes des affaires réglementaires. C'est très contraignant sur le plan réglementaire. Enfin, c'est les lois éthiques, hein. Faut faire avec, hein. C'est très long et c'est très coûteux. Un essai de médicament, chez nous, c'est plutôt moins coûteux que les médicaments classiques pour l'hypertension ou les chimiothérapies, mais c'est un essai clinique pour aller jusqu'en phase 3, c'est 100 millions d'euros. Parce que c'est moins dangereux. C'est moins dangereux. Il n'y a pas d'effet toxique. C'est que quelques injections pour faire les examens, alors qu'un médicament, c'est pas antidiabétique, le patient le prend tous les jours, donc il faut vérifier les toxicités chroniques. Alors chez nous, on n'a pas ces problèmes-là, donc c'est plutôt un peu simplifié, mais néanmoins, l'ordre de grandeur, c'est un essai phase 1, phase 3, ça vous coûte 100 millions d'euros. Avant d'espérer demander un dossier d'AMM, et sans trop savoir... Et ça dure combien de temps? Ça dure 5 ans. Quelque chose comme ça. Après, les aspects technologiques, hardware, software. Donc, il faut la technologie de production des isotopes. Donc, en fonction des isotopes, c'est fabriqué dans des réacteurs nucléaires, soit de recherche, soit des réacteurs de production, dans des accélérateurs de particules style cyclotron, ce qui est le plus courant pour nos isotopes classiques. Et derrière, une fois que vous avez fait ces isotopes dans des réactions nucléaires, il y a plein de cochonneries qui sont avec, chimiques, hein, les résidus de décroissance. Il faut purifier tout ça pour que vous ayez l'isotope suffisamment pur pour qu'il soit injectable chez l'homme. Après ça, il faut les outils pour faire la radiosynthèse. On a dit que c'était de la chimie des traces, c'était tout petit, c'était des process qui sont très fragiles, c'est-à-dire que le moindre déviation de paramètres, ça vous met par terre la synthèse. Et c'est de la radioactivité, donc on peut pas pipeter à la main, ça doit être automatisé, ça doit être sécurisé. Donc on a des outils qu'on appelle les automates de synthèse, des automates de répartition. Ça se fait, comme c'est de la radioactivité, dans des enceintes plombées pour la radioprotection. Donc c'est des enceintes avec des murs en plomb, enfin des parois en plomb de 5 à 7 cm. Et il faut évidemment un environnement réglementaire. Vous faites pas ça dans le laboratoire du coin. Donc, il faut des autorisations ASN, il faut avoir une maîtrise des traitements de l'air. Et on cumule les réglementations radioprotection par notre agence favorite qui est l'autorité de sûreté nucléaire et la réglementation pharmaceutique par notre autre agence favorite qui est l'agence de sécurité du médicament, qui en général nous mettent des contraintes contradictoires. Pour faire simple, l'ASN nous dit quand vous manipulez la radioactivité, vous devez être en dépression par rapport à l'extérieur pour que s'il y a une fuite radioactive, ça ne pollue pas l'extérieur. Mais les pharmaciens nous disent quand vous fabriquez un médicament, vous devez être en surpression pour que les cochonneries de l'extérieur ne viennent pas salir votre médicament. Donc, on a des zones en surpression dans un local en dépression. Donc le système de traitement d'air de ces laboratoires, c'est 30% du coût de fabrication. Voilà, ça c'est une image d'un petit cyclotron. Hein, c'est un cyclotron, on va dire, pour faire de la production un peu artisanale. C'est celui qui est installé dans le sous-sol du bâtiment recherche du CHU à Nancy. Là, c'est des enceintes des enceintes blindées avec des pinces télémanipulatrices, des boîtes à gants pour rentrer les produits. Voilà, là vous avez le bâtiment du cyclotron de production qui est devant le CHU. Vous avez en haut à droite un automate de synthèse, un micro-PET, un PET scan. Voilà le genre d'outils. Donc on a quand même des outils un peu lourds à tous les sens du terme, c'est-à-dire financièrement et pondéralement. Une rangée d'enceintes comme ça pèse 30 tonnes. Et on a donc des avancées, les chimistes, compte tenu du fait qu'on est en chimie des traces, il y a des recherches sur les technologies microfluidiques, c'est-à-dire qu'on essaie de mettre sur des cassettes des sortes de circuits imprimés en microfluidique pour être capable de travailler sur des microlitres. Une fois qu'on a fait ça, et qu'on a un produit qui marche et qu'on est capable de le mettre chez le patient, il faut encore fabriquer des PET scans
et des scanners ou des gamma caméras. Donc, c'est le métier de nos grands industriels, hein, Siemens, Philips, General Electric, United Imaging, les Chinois qui émergent depuis 2 ans et qui vont rafler les 3/4 du marché européen. Donc, il faut la technique de détection, comment on détecte les rayons, avec soit des techniques de scintillation, soit plus récemment des techniques à semi-conducteurs, toute l'électronique embarquée derrière et les systèmes mécaniques pour faire tourner la structure autour du patient. Et on assiste depuis que je fais de la médecine nucléaire, c'est-à-dire 1976, à une évolution continue, progressive mais continue des performances. C'est-à-dire qu'on a des machines qui sont plus résolues, plus sensibles et sur lesquelles on augmente les champs de vue. Et la dernière mode, c'est dans les PET scans, c'est les PET scans corps entier. C'est-à-dire vous avez un tunnel qui fait 2 mètres de long. Donc vous mettez le patient dans le tunnel, donc il tient complètement dans le tunnel et vous faites une image PET scan corps entier en 3 minutes. Voilà. Alors ça, ça permet d'améliorer le débit de patient, mais ça permet surtout, et ça c'est les espoirs, c'est d'injecter le patient quand il est dans la machine et de voir le premier passage du médicament que vous ingestez chez le patient. Donc vous voyez le patient arriver par les vaisseaux, ça passe dans les poumons, ça se distribue dans l'organisme. Vous voyez la vitesse avec laquelle les lésions. Donc on fait de l'imagerie dynamique corps entier. Je désespère pas. J'espère qu'avant de mourir, il y aura un PET scan corps entier au CHU de Nancy. Comme j'ai pas l'intention de mourir tout de suite, on a un peu 10 millions d'euros. C'est pas plus. Non, un PET scan normal, ça vaut 1,5 million. Hein. Donc voilà, ça reste des ordres de grandeur. Voilà, c'est à quoi ressemble une gamma caméra conventionnelle. Donc c'est des grosses têtes. Vous avez 2 têtes de détection. Et là, c'est des technologies à scintillation. Vous avez un cristal scintillant au-dessus des photomultiplicateurs qui détectent les scintillations et qui sont envoyés dans une électronique. Ça, c'est 2 types un PET scan et ça, c'est à droite, une gamma caméra nouvelle génération à semi-conducteur. Donc, à une bien meilleure résolution et sensibilité que les autres. Autour de ça, il nous faut évidemment du soft. Donc, tous les logiciels reconstruction des bruitages. Et là-dedans, on a des applications IA, notamment en débruitage. Débruitage parce que les désintégrations radioactives sont des phénomènes aléatoires. C'est-à-dire que ce qu'on mesure, c'est toujours n plus ou moins racine de n. Donc on a par nature même du bruit dans l'image. Et donc, il y a des techniques qui permettent de débruiter les images, c'est-à-dire d'éviter de faire des acquisitions trop longues en baissant le niveau de bruit. Tous les aspects recalage, fusion d'images, vous avez montré, on fusionne un scanner sur une scintigraphie. Donc, c'est pas si évident que ça parce que les imageurs sont pas forcément isotropes. Donc, il y a des tas de trucs des logiciels de déformation non élastiques, enfin élastiques pour faire les recalages. La quantification, segmentation, imagerie paramétrique. Alors, là aussi, dans la segmentation, c'est-à-dire on donne à un logiciel un examen corps entier. Donc, c'est 500 coupes. Et là-dedans, on lui demande de repérer les zones de fixation anormales. Donc, donc ça, c'est vraiment de la logique par apprentissage. Donc, il y a des logiciels qui commencent à marcher pas mal. Et l'aspect éthologique fondamental, notamment pour la thérapie, c'est de maîtriser la dosimétrie. C'est-à-dire, quand on injecte une molécule radioactive au patient, être capable d'estimer en gré combien on délivre de radioactivité au niveau de la tumeur, ce qu'on recherche, et en revanche, ce qu'on cherche à éviter, c'est de minimiser l'activité en dehors de la tumeur, et en particulier au niveau des organes sensibles, comme la moelle osseuse, par exemple. Donc ces démarches radioactives de dosimétrie sont fondamentales pour optimiser les traitements, mais c'est super complexe, parce que ça part des mécanismes intimes de qu'on appelle la radiobiologie, c'est-à-dire les interactions rayonnement-matière au niveau de la molécule. Et un des facteurs majeurs des effets biologiques des radiations lumineuses, c'est la radiolyse de l'eau. Avec les radiations cassent les molécules d'eau, ça vous fait des radicaux libres qui, eux, sont hyperoxydants et vont mettre le bazar dans leurs molécules de voisinage. Donc, c'est des mécanismes uniquement intimes au niveau de la molécule. Après ça, il faut intégrer ça au niveau de la cellule. Après ça, il faut intégrer ça au niveau d'un tissu, d'un organe et du corps entier. Et donc, ça fait
appel à des logiciels de simulation, enfin basés sur les Monte Carlo par exemple. Et donc c'est des logiciels qui sont lourds, et ce process, ces recherches, elles sont en cours parce que comme tous les ans ou tous les 2 ans on invente un nouveau isotope, tout ce qu'on a fait sur un isotope, faut le réinventer sur le nouvel isotope parce que c'est pas les mêmes temps de parcours, c'est pas même. Donc il y a un vrai sujet scientifique et informatique qui est très intéressant sur ce domaine-là. Le concept de radiothéragnostic. 2 diapos là-dessus. Ça, c'est absolument majeur. L'idée, c'est de dire, on va radiomarquer une même molécule vectrice avec 2 isotopes différents. Soit avec un isotope adapté à l'imagerie. Vous faites un PET scan et vous voyez les tumeurs du patient. Mais la même molécule vectrice, vous pouvez la marquer avec un isotope adapté au traitement. Et pourquoi c'est super intéressant? C'est parce que l'imagerie que vous faites avec la molécule vectrice vous dit où est-ce que se fixe sa molécule vectrice. Et ça, vous avez donc la garantie de savoir quand vous mettez la même pour la thérapie, la molécule va se fixer au bon endroit. Donc c'est un moyen de sélectionner les patients. Et ces 2 molécules, c'est ce qu'on appelle le couple radiothéragnostique, c'est un néologisme où vous avez diagnostic et thérapie. Donc un exemple, là vous avez une tumeur en noir avec son récepteur en jaune. On a les biologistes nous ont dit qu'ils avaient trouvé un ligand ou un vecteur qui reconnaissait spécifiquement ce récepteur. Et les chimistes nous disent, nous, on sait, sur ce vecteur, on sait cliquer ou fixer un atome radioactif par un linker ou un chélatant. Et donc, sur le vecteur, le ligand, vous pouvez mettre un isotope jaune pour faire de l'imagerie. Et sur la même molécule, vous pouvez mettre un isotope rouge pour faire de la thérapie. Et c'est ça qu'on appelle le couple radiothéragnostique. Exemple relativement récent, cancer de la prostate. La molécule spécifique, vous savez, pour suivre le cancer de la prostate, on mesure dans le sang ce qu'on appelle les PSA. Il se trouve qu'il y a un récepteur sur les cancers de la prostate, surexprimé dans les cancers de la prostate, qui s'appelle le PSMA, membrane antigène. Prostate spécifique, membrane antigène. Le vecteur du PSMA, si vous le marquez avec du lutécium, vous avez une molécule thérapeutique. Si vous le marquez avec du fluor ou du gallium, vous avez une molécule diagnostique. Et là, vous avez l'image magique. Vous avez un patient à qui on fait une image diagnostique PSMA gallium. Et vous voyez comme c'est simple la médecine nucléaire, que là, vous reconnaissez, vous avez les reins, vous avez la vessie, ça c'est normal. Et tout ça c'est les glandes salivaires, c'est normal, mais tout ça, c'est des anomalies. Donc, vous avez des métastases osseuses et des ganglionnaires du cancer de la prostate. Vous traitez le patient, un premier traitement, et vous refaites le patient, alors je n'ai pas les dates exactes, mais quelques mois après. Vous avez tous le sentiment que ça c'est plutôt aggravé. Le patient va plutôt moins bien. Et là, la dernière image, c'est un patient qui a été traité par un cocktail PSMA marqué à l'actinium, PSMA marqué au lutécium, et vous avez quasiment tout nettoyé. Et donc, ce qui est magique dans ce que je vous montre là, c'est que cette image-là, c'est l'image de la biorépartition d'un médicament donné chez un patient donné. Et c'est la première fois dans l'histoire de la médecine qu'on sait faire ça. Jamais personne ne sait dire, quand on vous donne un antibiotique, personne ne sait dire où il va. Dans les livres de médecine, on a dit telle famille d'antibiotiques, ça diffuse mieux dans les reins, dans les poumons, dans les os. Mais chez un patient donné, personne ne sait. Donc, ces techniques-là, c'est la première fois qu'on est en capacité de mesurer réellement où se fixe le médicament qu'on injecte ou qu'on va injecter. Donc, évidemment, ça vous permet d'utiliser l'imagerie pour piloter la thérapie. Et donc, c'est le côté magique, c'est-à-dire c'est l'imagerie qui permet de sélectionner le patient, c'est l'imagerie qui permet de faire de la quantification, c'est-à-dire on peut, à faire les estimations dosimétriques dont je parlais, estimer quelle dose il faut injecter au patient pour être efficace sans avoir d'effets secondaires, et ça permet de faire la surveillance, y compris les surveillances itératives entre les cures. Parce que la radiothérapie, c'est un peu comme la chimiothérapie, c'est donné typiquement 4, 5, 6 cures à 1 ou 2 mois d'intervalle. Donc, entre les cures, on peut vérifier si c'est efficace ou pas, on peut faire des adaptations de doses. Et donc, ça a été pour nous une révolution dans la discipline qui date des années 2015. Donc, c'est récent, hein. Alors, c'est pas Nancy qui a inventé ça, mais
Ça se fait, bien sûr, ça se fait à Nancy. Oui. Et Nancy est un des centres de référence européens pour ce domaine-là. Et donc là, c'est une petite carte qui vous dit ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. Donc, c'est juste pour vous dire qu'on a des nouveaux radiotraceurs qui arrivent sur à peu près tous les organes. Donc, on était passé tumeur neuroendocrine, cancer de la prostate. Maintenant, c'est cancer du sein, cancer du rein, les hémopathies et les mélanomes. Donc, petit à petit, au fur et à mesure de la découverte de nos amis biologistes qui nous découvrent des tumeurs avec leurs spécificités, leurs récepteurs, les radiochimistes qui trouvent comment marquer ces trucs-là, on arrive à mettre progressivement à disposition des nouveaux traceurs. Je termine par le cluster nancéen. Donc, vous avez vu que pour faire ce job-là, on a listé, il nous faut des physiologistes, il nous faut des biologistes moléculaires, il nous faut des chimistes, il nous faut des radiochimistes, il nous faut des méthodologistes, il nous faut des pharmaciens, il nous faut des radiopharmaciens, il nous faut des docteurs, il nous faut des infirmières, il nous faut des techs. Donc, il y a un ensemble de compétences qu'il faut rassembler, mais on ne peut pas le rassembler sur un réseau scientifique classique. Ça doit être rassemblé autour d'un parc technique. Parce que chacun de ces professionnels a besoin de ses propres outils qui sont assez contraints, notamment en termes réglementaires. Donc la question, c'est comment on fait. Alors l'idée, c'est de regrouper sur le même site le maximum raisonnablement possible de compétences, de savoir-faire et de techniques pour... Moi, ce qui m'a toujours... Et c'est pour ça que je me suis assez fortement engagé dans cette démarche, ce qui m'a toujours choqué, c'est que le développement de ces médicaments-là était super long. Pour des mauvaises... Alors, il y a des raisons qui sont des bonnes raisons, c'est des démarches scientifiques. Il y a des raisons qui sont des mauvaises raisons. C'est juste parce qu'on n'a pas mis en place les outils au bon endroit pour que ça avance plus vite. C'est dispersé. Il y en a un qui est dans un coin qui sait faire quelque chose, l'autre qui est à l'autre bout de la France qui sait faire autre chose, à l'autre bout de l'Europe encore autre chose. Donc, l'idée, c'est de dire, on peut aller beaucoup plus vite si on met tout ensemble. Donc, c'est créer les synergies entre les compétences du territoire, stimuler la recherche, accélérer le transfert à la recherche clinique. Et en revanche, on abandonne ce qui nous semble pas réaliste parce qu'on n'a ni les moyens ni les compétences, c'est développer du hardware. C'est pas notre job d'aller développer des nouvelles gamma caméras ou des PET scan, et c'est pas forcément non plus notre job d'aller faire de la biologie fondamentale. Il y a suffisamment de monde dans le genre qui le font. En revanche, le job, c'est de faire de la veille scientifique et d'aller piquer les bonnes idées qu'on voit publier tous les jours. Donc ça, voilà. Donc c'est un peu ça l'idée. On a la chance d'avoir à Nancy un très important. Vous avez bien compris que les applications de la médecine nucléaire, c'était notamment moderne et de l'ontabarothérapie, c'était beaucoup de l'oncologie. Donc on a un pool d'oncologie sur le même site avec le CHU de Nancy et l'ICL, où on a toutes les spécialités. Une petite spécificité nancienne, c'est que l'ICL est le seul centre anticancéreux de France qui n'a pas de médecine nucléaire, parce que la médecine nucléaire de l'ICL est faite au CHU. Et ça, c'était une décision d'ailleurs forte, intelligente à la création de Brabois et de l'ICL qui ont été créés en même temps. Pour pas faire de doublons, ils ont été décidé à l'époque que la radiothérapie classique était faite à l'ICL et que la médecine nucléaire serait faite au CHU. Donc on a un couloir entre les deux établissements. Les patients de l'ICL qui ont besoin de s'intégrer au PET scan viennent chez nous. Donc l'avantage induit, c'est que le service de médecine nucléaire voit passer tous les patients du CHU et tous les patients de l'ICL. On a créé en 2007 une structure très originale qui s'appelle le GE Nancy-Clotep. Ça a été une décision des collectivités politiques, des collectivités territoriales de l'époque, la région Lorraine, le Conseil général de Meurthe-et-Moselle et ça s'appelait la CUGN, la communauté urbaine de Grand Nancy à l'époque. Ils ont décidé de financer la création d'une structure dont le but serait faire de la recherche, du développement et du développement économique autour des technologies de la médecine nucléaire, en profitant notamment de la présence du cyclotron sur place. Donc les objectifs ont été simples, recherche académique industrielle, recherche clinique et développement économique avec création d'emplois, autofinancement et si possible développement d'activités industrielles. Donc ça, c'est une décision de 2008. On a pu obtenir un financement FEDER en 2018 pour créer la nouvelle structure au sous-sol du bâtiment recherche du CHU de Nancy avec son propre cyclotron et un laboratoire de production pharmaceutique de médicaments radiopharmaceutiques.
L'état des lieux, c'est qu'on a un service de médecine nucléaire, c'est le plus important de France, avec 4 PET scans, 5 gamma caméras et 14 chambres radioprotégées dédiées à la radiothérapie interne vectorisée. On a une équipe, on est parfaitement adapté pour faire de la recherche clinique avec les autorisations pour pouvoir faire des études phase 1 et 2. Phase 1, je vous rappelle, c'est first in human, c'est-à-dire que les patients qu'on fait dans les études phase 1, c'est la première fois chez l'homme dans le monde qu'on injecte la molécule. Donc, vous voyez que ça demande des autorisations particulières, une surveillance particulière. On a une équipe, on peut le faire ça en diagnostic, en thérapie chez l'adulte et chez l'enfant. On a une équipe de 5 personnes qui est dédiée à la recherche clinique. C'est pas des docteurs et des infirmières, c'est des gens dont le seul métier, c'est de vérifier que les dossiers sont bien tenus, que les dossiers sont complets, que on a toutes les données de biologie qui sont faites au bon moment. Et on a de la recherche amont, puisqu'on a un laboratoire de R&D pour faire de la radiochimie, radiopharmacie. On a une plateforme de R&D en microfluidique. On a une plateforme d'imagerie préclinique pour faire l'imagerie chez les rats et la souris. Et on a un établissement, on a fait un deal avec le CNRS de Strasbourg sur l'IPHC à Cronenbourg, à Strasbourg, où Nancy-Clotep loue au CNRS des locaux qui avaient été destinés pour être un laboratoire de production qu'il ne souhaitait pas exploiter en direct. Donc, on le loue et on exploite ce laboratoire avec les autorisations ANSM pour être établissement pharmaceutique. Petite analyse stratégique. On est dans un domaine dans lequel on a une croissance exponentielle de la production scientifique, que ce soit en radiochimie, radiopharmacie, sur les radionucléides, la biologie moléculaire, les cibles, les ligands, les vecteurs, l'imagerie, la thérapie, le radiothéranostic. Donc, tout ça, vous avez une production scientifique absolument considérable et avec le potentiel énorme des nouveaux médicaments radiopharmaceutiques. La magie on peut le faire parallèle avec l'informatique. On a le hardware, t'as les calculateurs, mais avec le hardware, tu mets autant de logiciels que tu veux et tu as une nouvelle application. Là, pour nous, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a le hardware, c'est les cyclotrons, les PET scans, les trucs de radiochimie, mais chaque fois qu'on change de molécule, on a une nouvelle application et potentiellement un nouveau diagnostic pour un nouveau type de cancer ou un nouveau traitement pour un nouveau type de cancer. Et ça, ce potentiel, il est infini. Et c'est quand même ça qui est assez magique dans la période qu'on est en train de vivre. Il y a de nombreuses sociétés, alors ça, on passe dans le domaine industriel, de toute taille qui investissent dans le domaine. Un petit phénomène qui s'est passé, jusque dans les années 2015, nos industriels fournisseurs de radiopharmaceutiques, c'était des PME. 150, 200 personnes. Les Big Pharma s'y intéressaient pas au domaine parce qu'il manquait en gros 2 zéros au chiffre d'affaires pour que ça commence à les intéresser. C'est des petites quantités, des petits marchés. Novartis, en 2018, a racheté 2 PME. Il y a L2 avec 400 personnes pour 5,6 milliards de dollars. Donc, ça a fait un peu turbuler notre système. Tout le monde s'est dit, mais si Novartis met ce pognon-là pour acheter 2 PME qui avaient 3 molécules, dont une seule sur le marché, c'est qu'ils doivent anticiper qu'il y a une croissance. Donc, tous les laboratoires ou tous ceux qui développaient des molécules, des ligands, des anticorps, se sont mis à rêver en disant, mais si notre anticorps, on marquait un atome radioactif, peut-être ça serait un nouveau traceur qu'on pourrait faire racheter 300 millions par Novartis dans un an. Donc, ça a eu un foisonnement au niveau mondial de structures académiques, privées, qui sont entrées dans ce domaine-là. Et ça touche toutes les tailles de société, toutes les zones géographiques, et beaucoup parmi elles cherchent à venir sur le marché européen. Et pour venir sur le marché européen, elles sont obligées de faire des essais cliniques en Europe. Parce que si vous allez voir l'agence du médicament européenne, vous dites « j'ai fait mes essais cliniques en Chine », elle dit « non, on va refaire les essais cliniques en Europe avec les normes européennes pour vous donner l'autorisation ». Donc, on a de nouvelles molécules en essais cliniques, précliniques et précoces, et une forte demande, premièrement, de sites pour faire de la recherche clinique précoce, phase 1, phase 2, et des sites qui font de la recherche clinique précoce, phase 1, phase 2 en médecine nucléaire, il n'y en a pas 50 en Europe, on a 3 en France, donc Nancy est sur la carte de ces gens-là. Ils ont besoin de sites de production de médicaments pharmaceutiques pour leur essai clinique, que la société qui habite au Canada, qui veut faire un essai clinique sur un agent diagnostique de 2 heures de période à Nancy, il faut qu'ils se posent la question, où est-ce que je fais mon radiomarquage? C'est pas livrable. Donc, si on leur dit, nous, on peut faire le radiomarquage, puisque grâce à Nancy Clotep, on a l'établissement pharmaceutique qui peut vous faire votre radiomarquage pour les essais cliniques, on leur résout le problème. Et donc, ces essais cliniques, donc c'est quelques doses par jour ou par semaine, c'est vraiment de la production au coup par coup. Et
mais il y a peu de solutions de production disponibles. Et ça, c'est un vrai obstacle. Ça faisait partie de ce que j'ai. Ça, c'est le simple fait qu'on ne sache pas faire du radiomarquage, qui est pas très compliqué, qui n'est pas des structures très lourdes, mais le simple fait que ça n'existe pas, ça vous interdit de faire des essais cliniques précoces dans ce domaine-là. Et donc, ça interdit de mettre à la disposition de la population des thérapies innovantes. Et puis, on continue à les stratégiques. Ces gens-là qui font des essais cliniques, ils ont bien l'intention d'aller jusqu'au bout, d'aller à l'AMM. Et donc, de faire une étude phase 3. Quand vous voulez déposer un dossier de médicament à l'agence du médicament, pour obtenir une AMM, vous devez décrire dans le dossier comment et où vous fabriquez le médicament. Donc, avant de déposer leur dossier d'AMM, ils sont obligés d'avoir une solution de production industrielle. Donc là, on parle de quelques dizaines de zones par jour. Quand ils ont un médicament qui est sur l'AMM, c'est quelques centaines de doses par jour. Et le problème, c'est où est-ce qu'on fait ça? Donc la boîte américaine qui vient en Europe, elle cherche en Europe un site de production. Donc la première réflexe, c'est d'aller voir les producteurs actuels qui font déjà de ces médicaments. Mais il y en a très peu. Alors dans le milieu de la pharmacie classique, il y a ce qu'on appelle les CMO, CDMO. Par exemple, une boîte comme Biogarant ne fabrique pas un seul médicament. C'est une société qui exploite des AMM et elle fait fabriquer ces médicaments par des sous-traitants, qu'on appelle les CDMO. Donc, c'est des boîtes qui sont spécialisées pour faire des médicaments pour le compte d'autrui. Mais dans notre domaine hyper spécialisé, il y en a 4 en Europe, de ces sous-traitants, qui sont overbookés. Donc, la seule solution qu'il leur reste, c'est de dire on va créer notre propre usine. Une PME canadienne qui veut créer une usine en Europe, faut déjà qu'elle trouve un terrain, qu'elle comprenne les règles d'urbanisme, la protection de la biodiversité des chauves-souris et des tritons, les ICPE, le numéro de téléphone de l'ASN, le numéro de téléphone de la NSM. Bon, ils en ont pour 4 ans et ça va leur coûter 15 millions d'euros. Alors qu'ils n'ont pas encore leur autorisation de mise sur le marché. Et donc, c'est là qu'on propose, ce que je vous fais montrer maintenant, c'est une démarche qui est en cours. Ça reste un projet, mais c'est une démarche en cours. Ça, c'est la courbe de croissance prévue du marché des médicaments radiopharmaceutiques. Le trait rouge, c'est 2023. Donc, vous voyez que nous, on est déjà un peu à droite du trait rouge et que ça monte de façon exponentielle, notamment à cause des médicaments thérapie. Ça, c'est une cartographie qui date de 2023. Vous avez en périphérie les logos des sociétés qui développent des médicaments de thérapie. Le cercle blanc, c'est quand ils sont en préclinique. Bleu pâle, phase 1. Bleu moyen, phase 2. Bleu encore plus moyen, phase 3. Et puis le noyau, c'est quand ils sont sur l'AMM. Et donc, nous, à Nancy, on est en capacité, avec Densiclotep, de leur proposer de faire des essais cliniques, d'organiser pour eux les essais cliniques. Et grâce à Posifit, qui a des éléments de Densiclotep, la capacité de faire des productions d'essais cliniques des productions de médicaments pour leurs essais cliniques. La moitié de ces sociétés sont déjà venues à Nancy. Et il se crée tous les ans entre 10 et 20 nouvelles sociétés sur ce domaine. Et les gens qui viennent à Nancy, les premiers, on discute avec eux, ils nous disent, nous, on cherche une solution industrielle. Bon, le premier qui nous dit ça, on dit, c'est ton problème, hein, débrouille-toi, prends des consultants, trouve un terrain, fabrique ton usine. Mais le troisième qui nous dit la même chose, on identifie qu'il y a un vrai problème qui est pas résolu. Et donc, on décide d'essayer de, comme on dit chez les Américains, d'adresser le problème, c'est-à-dire de proposer une solution industrielle qui permette de répondre à ces besoins. Et ça vous donne ce schéma-là. Vous avez le monde en haut, c'est ça, l'ensemble des sociétés, qui viennent à Nancy autour du CHU de Densiclotep et de Posifit pour faire de la recherche clinique, de la production pour recherche clinique et de la recherche, on va dire, plus académique en radiochimie, dosimétrie préclinique. Et parmi celles-là, il y en a un certain nombre qui cherchent une solution industrielle. Donc, c'est le nouveau projet qu'on appelle Proterium. C'est une usine de production industrielle pour des médicaments phase 3 AMM. Et on complète le dispositif. Donc, ça
c'est des médicaments thérapeutiques, donc ça se livre dans toute l'Europe. Alors, si c'est fabriqué à Nancy, vous pouvez livrer dans un rayon de 1500 km. Et on complète le dispositif par, à gauche, une école de formation pour les professionnels de production des radiochimistes, parce qu'il n'y en a pas. Donc, les sociétés qui veulent embaucher des pharmaciens ou des ingénieurs de production de médicaments radiopharmaceutiques sont obligés de les former eux-mêmes. Soit c'est des pharmaciens qui sortent de la fac, donc par définition, ils savent rien sur rien. Donc, voilà. Soit, non, mais voilà, quand je sortais de la fac de médecine, je savais rien sur rien, hein. Quand je sortais de Supélec, je savais rien sur rien en informatique. Donc soit ils prennent des gens qui ont de l'expérience dans la production industrielle du médicament, mais quelqu'un qui a fait de la production d'amoxicilline pendant 5 ans, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on fait là. Donc, de toute façon, il faut les reformer. Et il n'y a pas de formation particulière. Donc, on va faire une école sur un modèle formation professionnalisante en alternance. Et puis, et à côté, ce qu'on appelle CLIRCO, c'est ce qu'on appelle une CRO, c'est une prestation de service qui organise les essais cliniques précoces dans le domaine de la médecine nucléaire, parce qu'il n'y en a pas non plus, ou celles qui nous mettent en place ne sont pas compétentes. Et pour dire où on en est, on a identifié un site que vous connaissez tous, c'est le site des usines des anciens Fly et Atlas à Gondreville, entre la route et l'autoroute. Ça, c'est le plan du site. Ce qui est encadré en rouge, c'est les locaux disponibles qui font 7200 mètres carrés. C'est leurs anciens entrepôts. C'est une dalle de béton, 7 mètres de plafond. Et donc, dedans, on peut installer, c'est notre projet, quelque chose qui ressemble à ça. Pardon. C'est 4 modules, 1, 2, 3, 4, qui font chacun 1000 mètres carrés. Et chaque module est une unité autonome de production de médicaments radiopharmaceutiques que l'on mettra à disposition des sociétés qui veulent venir produire en Europe. Et donc, le modèle économique, c'est que nous, on leur règle tous leurs problèmes, on va dire réglementaires, techniques, ICPE, urbanistes, tout ça. On leur met à disposition des locaux qui sont conformes au GMP, aux règles pharmaceutiques. Et on leur dit, vous prenez ces locaux, si vous le faites vous-même, ça vous coûte 4 ans, 15 millions d'euros. Si vous le faites chez nous, ça vous coûte 1 an et 4 millions d'euros. Voilà l'idée. Et l'idée, c'est d'avoir sur le site des producteurs qui, évidemment, s'ils sont sur le site, ils vont alimenter le CHU en recherche clinique. Et on a un écosystème qui se boucle sur lui-même. Et je conclus en disant, j'ai listé dans ma présentation toutes les spécialités, enfin, un certain nombre de compétences dont on a besoin. Et l'ambition de ce projet-là, c'est de dire, pour tous ces gens-là, si vous vous intéressez à ce domaine, c'est à Nancy qu'il faut être parce que vous avez tout au même endroit. Et donc, l'idée, c'est de faire un cocktail synergétique entre les patients, les médecins, et pour mettre ça ensemble. Et donc, à votre santé pour boire le cocktail. Et puis, merci de votre attention. Pas dépasser la dose prescrite. Merci Gilles. Il fallait être ingénieur pour FFJ Saga, pas seulement médecin. Bon, il est tard, mais je suis sûr que vous avez quand même des questions. Jean-Marie, de commencer. Tu connais Jean-Marie Dubois? Il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné parce que vous avez des picomoles, donc vous avez un racine de N qui est petit et qui change en plus parce que avec une durée de vie, une période de 2 heures et l'examen qui dure 20 minutes. Comment vous faites pour avoir un signal, rapport signal sur bruit acceptable? En gros, pour faire simple, le rapport signal sur bruit, c'est N plus ou moins racine de N. Donc on adapte. On peut jouer soit sur l'activité qu'on injecte au patient, soit sur la durée de l'examen. Donc le compromis à trouver, c'est d'avoir des durées d'examen qui soient raisonnablement confortables pour le patient, et qui permet d'avoir un débit de patient par machine raisonnable, et d'avoir une activité injectée qui soit compatible avec la dosimétrie. Voilà. Donc, et c'est aussi l'avantage. Donc, c'est l'avantage des nouvelles machines quand on dit qu'elles sont plus sensibles. Et le fait d'augmenter les champs de vue, ça veut dire qu'on a plus de détecteurs autour du patient, donc on détecte plus de rayonnement. Ça permet
soit de diminuer les doses qu'on injecte aux patients, donc l'irradiation globale, soit de diminuer le temps d'acquisition. Et vous refroidissez les capteurs, etc. Vous faites vous refroidissez les capteurs, vous faites des blancs, il y a toute une technologie pour. Alors il y a deux types de capteurs. C'est soit les capteurs à scintillation, donc c'est un cristal sur lequel on met des photomultiplicateurs pour détecter les scintillations. Les technologies modernes qui s'imposent, c'est les détecteurs à semi-conducteurs. On crée des paires électrons-trous dans les semi-conducteurs et il y a des électroniques derrière pour détecter ça. Un petit aparté sur l'électronique, on a des PET scans qu'on appelle des PET scans à temps de vol. Vous savez, quand un positon se désintègre, il émet 2 rayons gamma en opposition. Oui. Et donc, on a 2 détecteurs qui détectent 2 rayons gamma quasi simultanément. Et ben, en mesurant l'écart en picosecondes entre les 2 détecteurs, on est capable de dire à peu près d'où venait le. Donc, il faut de l'électronique ultra rapide qui est derrière. Voilà. Et c'est ça les progrès et qui nous permettent de progressivement de diminuer soit les temps d'examen, soit l'activité injectée. Merci. Oui, je peux intervenir parce que je peux témoigner, moi, de l'utilisation d'une technologie qui est le PET scan. J'ai été confronté, évidemment, récemment, à un cancer du rectum, mais pas au CHU, au centre d'imagerie Callot. Ça a très bien marché, bien évidemment. Hein. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire PET scan. PET, ça veut dire quoi PET? Je me suis intéressé et évidemment, j'ai trouvé que c'était tomographie par émission de positons, hein, c'est-à-dire les émissions bêta+. Mais j'ai fait ça moi-même, hein, voilà. Alors, j'ai été confronté, donc c'était suite à ce cancer-là. Alors, c'était pour vérifier, évidemment, l'objectif après l'opération, c'était pour vérifier s'il y avait des métastases quelque ailleurs. Heureusement, il n'y en avait pas. Alors, ma question, qui est une observation, vous nous avez montré les résultats d'imagerie. Je suis frappé par la différence de netteté d'imagerie entre l'utilisation du FDG, hein, du fluoro désoxyglucose, hein, l'imagerie obtenue avec le FDG et l'imagerie obtenue avec le F-DOPA. Évidemment, c'est pas les mêmes, hein, puisque l'un d'entre eux, le FDG, rentre dans la cellule et puis ensuite se propage. Mais il y a une différence terrible de netteté d'imagerie entre les deux. Alors, c'est pourtant fait avec les mêmes machines. Et pourtant fait avec les mêmes machines. Alors, l'explication, c'est aussi la biodistribution de la F-DOPA. C'est-à-dire que on a une image, il y a deux choses, c'est la netteté d'image peut être liée aux qualités de la machine, voilà, mais elle est aussi liée surtout à la spécificité de la fixation. C'est-à-dire quand vous avez un produit qui se fixe que sur un organe et pas du tout ailleurs, vous avez une image qui paraît nette, alors que quand ça dit... Et finalement, c'est encore pas le FDG qui est le meilleur... C'est le meilleur... Ah non, parce que... Alors, les 2 images que je vous ai montrées, ça c'est la belle image au FDG, et là c'est une image fusionnée. Hein. Vous avez le scanner plus le PET scan en couleur. Ça c'est les images non fusionnées, c'est-à-dire vous n'avez pas de scanner. Oui, c'est là. J'ai vu la différence de netteté là entre le FDG et le F-DOPA. Eh bien le FDG, là c'est une image normale de FDG. C'est-à-dire qu'on a une diffusion. Ça c'est la fixation normale habituelle. On en a dans la vessie, dans les reins, dans le tube digestif. Et l'objectif de cette image, c'est de montrer que les tumeurs neuroendocrines, elles ne fixent pas le FDG, mais en revanche, elles fixent la DOPA. Oui, non, mais j'avais observé cette différenciation. En tout cas, tout ça pour dire que finalement, une technique d'avenir, c'est la la radiochimie. Vous avez dit tout à l'heure, on a besoin de radiochimistes. Absolument. Et là, il y a enfin, si on fait un peu de prospective, j'allais dire, y compris universitaire, il y a
très peu de formation universitaire. À Nancy, on a eu la chance d'avoir le laboratoire chimie de la fac de sciences avec Yves Chapler à l'époque, qui un peu par hasard avait eu des contacts avec les Belges pour faire du marquage des sucres. Mais il s'est intéressé à ça, et donc on a eu par cette filière-là des masters, des doctorants, et à Nancy Clotep, il y a celle qui est responsable de la radiochimie, c'est une ancienne doctorante de chez Yves Chapler. On essaye de faire des liens aussi avec les labos de chimie qui sont autour de l'ENSIC. Mais alors c'est compliqué pour les labos. Ce qui est compliqué pour les labos, c'est pour faire ça, faut des équipements spécifiques. Donc un directeur de labo, si vous lui dites pour faire de la radiochimie, il faut que je commence par dépenser 4 millions d'euros pour mettre aux normes mon labo, il va plutôt essayer de choisir une autre thématique. Donc ça n'a de sens que si on est capable d'accueillir. Donc l'objectif, c'est nous, quand je dis nous, c'est dans Cyclotep l'environnement, on vous gère le hardware, la logistique, le réglementaire, mais venez travailler chez nous. Alors vous faites de la chimie froide dans vos labos, mais quand vous voulez passer en chaud, vous venez chez nous. Et c'est les filières qui sont créées au fil du temps actuellement. Mais compte tenu du développement, je pense que on fabriquerait à Nancy 10 radiochimistes par an, ils auraient de l'emploi. Hein. Pensez-y aux enfants et petits-enfants. Autre question? Moi, j'avais une question marginale. Tu as évoqué le fait que ce dont tu parlais relevait de l'oncologie. Mais c'est pas seulement le cas, hein. C'est pas 100%. Non, on a beaucoup d'imagerie cardiaque, donc pas de l'oncologie. On a de l'imagerie scintigraphie osseuse, ça peut être de l'oncologie, mais ça peut être aussi de la pathologie sportive. La scintigraphie osseuse, par exemple, c'est un très très bon examen pour aller voir ce qu'on appelle les fractures de fatigue. C'est-à-dire des micro-fissures dans l'os qui ne se voient pas à la radio et que nous on voit. On a des problèmes sur les maladies inflammatoires, sur les embolies pulmonaires, sur l'imagerie cérébrale. Donc les problèmes de neurotransmission ou d'accidents vasculaires cérébraux ou de maladies neurodégénératives. Donc on fait pas que de l'oncologie. Je parle beaucoup d'oncologie parce que c'est en fait les gros développements, notamment par la radiothérapie intervectorisée, qui sont drivés par le marché entre guillemets et donc par l'industrie. Mais l'oncologie dans nos services, ça représente quand même, 75% de l'actualité quand même. Oui. Et puis c'est un domaine qui se développe beaucoup sur le plan de la thérapeutique. Là aussi, il y a des financements, il y a de l'argent. Deux petites... la séance est longue, mais vous avez entendu qui se conçoit bien s'énonce clairement, comme disait Boileau. Et là, on a non seulement quelqu'un qui connaît, mais qui pratique. Et puis Gilles, il est encore praticien contractuel, il ne va pas arrêter. Alors, j'aurais une question sur la thérapie ciblée et les différences entre les patients dont tu as parlé. Alors évidemment, on peut imaginer que chez le patient, la tumeur est dispersée différemment par rapport à un autre malade, mais l'efficacité propre sur une même type de tumeur, est-ce qu'elle varie avec le même type de traceur et de radiomédicaments entre les patients? Est-ce qu'on a une notion de du pourquoi de la variabilité? Et puis ma deuxième question, c'est votre Proterium, là, c'est quelle structure d'entreprise? C'est totalement privé, c'est mixte? C'est work in process. On est en train de créer et on fait appel à c'est une démarche purement industrielle, hein. C'est-à-dire qu'on fait appel à un tour de table financier. On essaye de mettre les banques de territoire. On a déposé un dossier à France 2030 pour essayer de recueillir. C'est un investissement d'à peu près 15 millions d'euros. Et donc ça va être une démarche, la construction d'usines qui est purement industrielle. Alors évidemment, on embarque avec nous ceux qui nous ont aidés pour faire l'Encyclotep, puisque c'est en quelque sorte un prolongement de l'Encyclotep, mais on embarque aussi les dispositifs habituels de financement de l'industrie, hein. Donc France 2030, les banques, l'Institut Lorrain de participation, donc tout. Alors le tour de table n'est pas bouclé, mais j'ai bon espoir que ça puisse être. L'idée, c'est de dire on devrait avoir le feu vert au mois de mars 2025. Il y a une option d'achat sur les bâtiments. Et on attend d'avoir le tour de table pour lever l'option d'achat sur les bâtiments. Et après ça, il nous faudra 1 an pour construire et encore 6 mois pour qualifier les locaux. Donc, normalement, dans moins de 2 ans, c'est opérationnel. Oui, j'ai pas trop de
Parce que je me souviens des discussions qu'on avait eues en 2008 au sujet de Nancy Clotep et comment tu as remué, si j'ose dire, les politiques, les décideurs locaux et les banques pour qu'on ait un TEP-scan à Nancy, un cyclotron, etc. Donc, bravo. Et alors, pour la petite question, si j'ose dire, pour les thérapies ciblées, la variabilité entre les patients, Alors, pour un même type de tumeur et un même type de médicaments. donc, tu as des grandes catégories de tumeurs. Généralement, quand les patients nous sont référés, ils ont déjà eu leur biopsie, eu toutes les analyses pour caractériser la tumeur. Mais après ça, on a des surprises. Donc, c'est tout l'intérêt de faire de l'imagerie avant. C'est-à-dire qu'on fait de l'imagerie PSMA marquée au gallium avant, et ça permet de confirmer que la tumeur ou les métastases du patient fixent bien le PSMA, et donc le PSMA marqué au lutécium thérapeutique, il a des chances de marcher. Et après, mais là, on n'est pas encore mûr. C'est work in progress. C'est-à-dire, le bon sens paysan laisserait penser que la dose qu'on doit injecter au patient va dépendre de la quantité de produit qui est fixée par la tumeur. Pour l'instant, on est sur des AMM qui donnent les doses standardisées dans l'essai clinique qui a abouti à l'AMM. Donc, tout le job, c'est de dire, maintenant, on fait comme c'est marqué dans l'AMM, mais maintenant, on va faire des essais cliniques pour voir si on peut faire des doses adaptatives. C'est-à-dire d'utiliser et c'est ça c'est d'où l'intérêt de faire un des intérêts, me semble-t-il, majeurs, c'est-à-dire d'arriver à optimiser l'efficacité, à minimiser les effets secondaires sur des arguments objectifs qui dépendent du patient. Et pas de le statistique fait par des séries de patients il y a 5 ans. Oui, c'est un peu révolutionnaire. C'est la bonne dose au patient qui peut varier d'un patient à l'autre, en définitive. Et pas une dose standardisée qui est basée sur des moyennes et sur des essais cliniques où il y a des patients qui sont... Là, tu fais une évaluation sur chaque patient individuel. C'est de la médecine personnalisée, quoi, pour faire ça. Tout à fait. Bon, Jean-Paul, on clôt la séance. Je crois que c'était une belle séance. Merci. Une pharmacienne, quand même, qui va poser une... Souhaiter longue vie à une synergie, en tout cas. Non, il y a encore une question de Chantal. Il y a encore une question, pardon. Chantal. Oui, excusez-moi, j'ai un peu réagi tout à l'heure, mais je connais, c'était pas un peu provocateur. Bon. Il y a beaucoup de questions qui se posent et c'est vrai que c'est un énorme travail encore à faire, c'est vrai. Mais dans les études qui sont actuellement réalisées, est-ce que les indications sont des indications de traitement de première intention ou on peut penser que ce sera des lignes plus tardives ou quand il n'y a pas d'autres solutions thérapeutiques ou quand on est en impasse thérapeutique? Non, c'est une très bonne question parce que quand un nouveau là, on est sur une nouvelle modalité thérapeutique. Donc, les urologues ne nous ont pas attendus pour mettre en place les traitements des cancers de la prostate. Donc, on arrive avec une nouvelle modalité thérapeutique. Donc, la démarche habituelle, c'est de dire, on va faire les premiers essais cliniques, effectivement, chez les patients qui sont en échec thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a à peu près tout essayé, il n'y a pas grand-chose qui marche. Donc, les premiers essais cliniques se font sur des patients qui ont une maladie évoluée. Et voilà, c'est entre guillemets pas forcément les meilleurs candidats. Et une fois qu'on a démontré que ça marchait ou qu'on a des résultats, la démarche progressive est de dire, puisque ça marche chez des patients très évolués, l'excès clinique suivant, ça va de remonter d'un cran dans l'évolution de la maladie. Donc en fonction des critères de la stadification, etc. Donc la démarche naturelle des évolutions des indications, c'est de remonter. Et là, pour le cancer de la prostate, il y a des premières études qui se mettent en place en essayant d'en faire un traitement de première ligne. Et on peut imaginer que le traitement sera plus efficace sur des maladies moins évoluées que sur des maladies où il y a déjà des métastases partout. Il y a des tas de raisons que ça puisse échapper. Donc là, mais ça va nous prendre encore 5 ans. Pour revenir, mais ça c'est une démarche qui se fait progressivement. On a eu ça dans les tumeurs neuroendocrines, on a ça dans le cancer de la prostate, on aura ça dans tous les cancers. On commence par les maladies très évoluées en échec thérapeutique et on essaie ensuite de remonter et pour trouver. Toujours en oncologie, il n'y a pas de traitement miracle non plus, hein. Donc c'est une arme de plus dans l'arsenal thérapeutique. Il faut que ça se cale entre les autres traitements classiques, chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie externe, chirurgie. Donc là, le but du jeu, c'est de trouver quelle est la place idoine pour... donc ça, c'est des études cliniques et c'est aussi pour ça qu'il faut être organisé pour faire des études cliniques.
y compris à Nancy, parce que c'est ça qui alimente le progrès, qui permet aussi de mettre à la disposition de la population des traitements innovants. Mais il faut être organisé pour ça. Les essais cliniques, ça se fait pas, c'est compliqué à faire sous pas méthodo. Et je peux encore me permettre, et en termes de métabolisation du produit, l'élimination est une élimination urinaire, donc il faut une fonction rénale qui soit tout à fait correcte. Absolument. Donc ça fait partie des critères d'inclusion. En général, il y en a deux. Il y a en fonction du métabolisme du produit, il y a effectivement la fonction rénale et la fixation du produit dans les reins. Et puis il y a la NF, l'hémogramme, c'est-à-dire comme un des organes cibles, radiosensibles, c'est la moelle osseuse. Un patient qui en aplasie médulaire, c'est pas une bonne idée d'aller remettre de la radioactivité dedans. Donc ça fait partie des critères, on va dire biologiques, qui rentrent dans les critères d'inclusion. Après ça, c'est là, on revient sur le problème de la dosimétrie, c'est qu'on est encore assez balbutiant sur une vraie dosimétrie multi-organes, c'est d'aller faire du prédictif sur quelle sera la dose délivrée à la moelle osseuse quand on injecte ça. Donc, et c'est ça qui nous permettra, et évidemment l'outil, la donnée d'entrée de ces études, c'est l'imagerie, et c'est en optimisant les process de simulation de dosimétrie qu'on arrivera à trouver l'optimum de dose entre l'efficacité thérapeutique et minimiser les effets secondaires. Donc il y a encore un peu de travail. Oui, et puis là, nécessairement des essais de phase 3 par rapport aux thérapeutiques qui sont admises et efficaces, pour montrer si c'est plus efficace, moins efficace, etc. Puis alors le rapport, bien entendu, bénéfice-risque. Mais c'est un challenge extraordinaire. Et vous voyez, Nancy, ça scintille, hein, ça bouge, hein, ça a pris dans ce domaine-là. Hein. Et merci Gilles, vraiment, on peut l'applaudir.